Bonjour Philippe Baptiste. Bonjour. On va parler avec vous de la recherche en France, de son budget. Mais d'abord, vous savez qu'une grande partie de la France subit une canicule intense toute la semaine. 12 départements sont en vigilance rouge aujourd'hui. Et cet incendie gigantesque qui ravage une partie du massif des Corbières dans l'Aude. La France, mais aussi l'Espagne, l'Italie, le Portugal font face à des incendies énormes cet été. Ça vous interpelle directement, vous, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ? Bien sûr, parce que derrière ce qu'on voit, en fait, c'est la réalisation concrète. Alors, c'est un événement, mais c'est la multiplication de ces événements, de ces catastrophes qui sont cette somme de catastrophes, que ce soit des crues exceptionnelles ou que ce soit la multiplication du nombre d'incendies. C'est un révélateur, en fait, de l'état de santé de notre planète et en particulier des questions climatiques. Parce que derrière, en fait, c'est la question du réchauffement climatique qui pèse, en fait, sur notre écosystème, sur l'écosystème de la planète. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, les études scientifiques, elles montrent que on va avoir 3 fois plus d'incendies d'ici la fin du siècle que ce qu'on connaît aujourd'hui, et c'est dans un scénario où ça va augmenter, où la température va augmenter de 4 degrés, qui est le scénario à la fois le plus défavorable, mais probablement aussi un des plus probables compte tenu de l'inactivité générale autour de la question. Donc ce que vous dites derrière, c'est croyons nos scientifiques, ayons confiance en ce qu'ils nous disent. Je vous conseille effectivement d'écouter nos scientifiques. Ça veut dire que, je pense que la science, en fait, notre société s'est construite sur la parole scientifique. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout ce que les scientifiques disent exactement. Il y a le rôle du politique aussi, évidemment, il faut distinguer les deux, c'est très très important, mais il faut écouter les scientifiques parce qu'ils font un constat qui est basé sur des faits, qui est basé sur une science qui se construit, sur un consensus scientifique, et après il y a des décisions politiques à prendre, évidemment. Vous avez parlé, pardonnez-moi, vous avez parlé d'inactivité générale. Globalement, sur la planète, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui les émissions de gaz de gaz à effet de serre continuent à croître de manière extrêmement forte. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays, l'Europe, a fait des efforts qui sont des efforts qui sont vraiment importants, mais on a aussi beaucoup d'autres pays qui sont soit en pleine phase de croissance, soit en pleine phase d'industrialisation et qui ont du mal à se débarrasser en particulier des sources les plus polluantes. Philippe Baptiste, on va parler budget, on va parler du budget d'ailleurs de votre ministère, mais il y a eu des annonces, des lettres envoyées par François Bayrou aux partenaires sociaux pour une réforme de l'assurance chômage et pour la suppression de 2 jours fériés. En tant que membre du gouvernement, vous êtes solidaire de ces mesures souhaitées par le Premier ministre ? Moi, je suis bien plus que solidaire. Je pense qu'il faut quand même souligner aujourd'hui. J'entends évidemment beaucoup de gens qui critiquent, etc. Mais le courage du Premier ministre aujourd'hui, c'est quand même de dire la vérité aux Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en situation dans le pays de surendettement. Il y a 3,5 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui. C'est quand même... 3 000 milliards, 3 300 milliards de dettes. 3 300 milliards de dettes. Juste si vous faites une toute petite division, d'accord, par le nombre de Français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque Français aujourd'hui, nouveau-né ou personne très âgée, tout le monde doit, en gros, une DS7 neuve. C'est ça aujourd'hui l'état de... C'est 45 000 euros. 45 000 euros. Donc on est dans une situation qui est une situation dramatique. Donc oui, il faut réagir. Et donc effectivement, je pense que il faut à la fois faire des économies, évidemment, et je pense qu'on pourra y revenir, mais il faut aussi à un moment ou un autre regarder notre système social et voir que effectivement aujourd'hui, je pense qu'on ne travaille globalement pas assez. Ces 2 jours, je pense que c'est 2 jours qui sont importants, en particulier dans le contexte. On a besoin d'augmenter les dépenses sur un certain nombre de budgets. Mais comment vous expliquez que tous les partenaires sociaux, ce matin encore, nous avions sur notre antenne le président de l'UDP, les petites entreprises, qui disaient en fait c'est inacceptable et c'est même dangereux. Mais je pense qu'il faut qu'on ait ce dialogue, il faut qu'on discute, mais avoir plus d'activités, générer plus d'activités économiques, c'est pas simplement taxer plus les entreprises, comme j'ai pu l'entendre à droite à gauche, c'est l'activité économique qui se développe, donc c'est un produit intérieur brut qui va augmenter, et ce plus d'activité, c'est aussi plus de richesse, et donc indirectement aussi, c'est un moyen d'avoir une France qui soit simplement une France qui soit plus riche et qui soit capable de répondre à son enjeu majeur, qui est de financer notre modèle social. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 1/3 du produit intérieur brut qui est consacré au modèle social. On est les champions internationaux, toutes catégories. La moyenne européenne doit être à 1/4. On parle de chiffres qui sont considérables. Et notre problème, c'est quoi ? C'est qu'en fait, quand on investit dans ce modèle social,
Je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils rendent complètement heureux l'ensemble des Français. Mais enfin, quand on investit dans ce modèle social, on n'investit pas dans les dépenses d'avenir. Et en particulier, on n'investit pas, alors pardon, parce que là je vais parler de recherche, mais on n'investit pas dans la recherche, on n'investit pas dans l'innovation, enfin suffisamment dans la recherche, suffisamment dans l'innovation, suffisamment dans les dépenses d'avenir, parce que simplement on peut pas tout faire. Et donc je pense qu'il faut qu'on revoie notre logiciel. Justement, la recherche, c'est 2,2% à peu près du PIB. Je vous cite, Oui. Vous dites c'est dramatiquement bas. Si demain le Premier ministre vient vous voir en disant il faut faire des économies, donc on va un peu raboter, vous faites quoi? Non, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique. Alors, à la fois, on a cette contrainte budgétaire qui est extrêmement forte, et vous savez, on a une loi de programmation de la recherche, qui est quand même une loi très ambitieuse, justement, pour augmenter notre effort, parce que ce constat que j'ai posé, c'est un constat qui a été partagé par les précédents gouvernements, mais qui, je crois, est aussi partagé aujourd'hui par le gouvernement d'aujourd'hui. Donc, effectivement, on ne pourra pas faire autant qu'on voulait faire l'année prochaine, mais on fera plus, d'accord? Il y a un vrai effort qui est fait. À moyen égal? Non, je pense qu'il y a, si vous regardez aujourd'hui dans le projet de loi de finances, aujourd'hui le projet de loi de finances pour la mission qui s'appelle recherche et enseignement supérieur augmente aujourd'hui de 500 millions d'euros. Le nombre de missions qui augmentent aujourd'hui dans le projet de loi de finances, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc pas de coup de rabot dans votre ministère. Ça correspond à une priorité courageuse du Premier ministre, du Président de la République, parce que derrière, je pense que ce constat que je pose, c'est en fait investir dans la recherche. C'est pas simplement pour le plaisir d'avoir plus de chercheurs en blouse blanche qui sont au CNRS, que j'adore, c'est pas le sujet, mais c'est aussi parce que derrière, en fait, c'est l'innovation, c'est les produits de demain dans nos entreprises. Et donc, en fait, investir dans la recherche, c'est investir dans les entreprises de demain, c'est investir dans l'industrie de demain, c'est investir dans notre autonomie stratégique, dans notre défense. C'est clé. Si on fait pas ça aujourd'hui, eh bien, à un moment donné, on va disparaître du monde de la science et de la technologie. Et donc disparaissent du monde des entreprises high-tech. Je vais juste vous dire, la Corée, par exemple, fait 2 fois plus que nous. 2 fois plus que nous. Et je veux dire, la Suisse, Israël, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Tout le monde fait beaucoup plus que ça. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse un effort sur ce sujet-là. C'est une conviction qui est vraiment profonde en moi, qui dépasse très largement cet épisode ministériel. Philippe Baptiste, on a aussi beaucoup parlé de cette étudiante Gazaoui, expulsée de France il y a quelques jours. Elle s'appelle Nour Atala. Elle est arrivée en France le mois dernier, il y a un mois, le 11 juillet, avec un visa étudiant et une bourse du gouvernement dans le cadre d'un programme pour les étudiants gazaouis. La jeune femme de 25 ans devait intégrer Sciences Po Lille en master à la rentrée prochaine, mais l'institution a annulé son inscription après la révélation d'anciennes publications antisémites très violentes sur les réseaux sociaux. Cette expulsion, elle a été décidée par le Quai d'Orsay et par la place Beauvau, pas par votre ministère? Non. D'abord, il faut dire que cette étudiante, pour dire les faits, elle a tenu des propos antisémites, elle a fait l'apologie de crimes contre l'humanité et elle a retransmis des discours d'Hitler sur les réseaux sociaux. Et vous ne l'aviez pas vu avant de la faire venir et de lui proposer cette bourse? Ce contrôle relève pas, ce contrôle ne relève pas directement. L'expertise n'est pas au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je veux dire, c'est pas là qu'on fait le contrôle. Mais évidemment, cette dame-là n'a pas vocation à être accueillie. Autant on est dans un système universitaire où on a envie d'accueillir des gens qui sont d'origine extraordinairement diverses, mais on ne veut pas accueillir en France des personnes dont les actes, dont les propos sont orthogonaux, sont opposés aux valeurs fondamentales auxquelles on croit, aux valeurs de la République. Donc évidemment qu'on est... Enfin moi je veux dire, je pense que j'ai été le premier à réagir dès qu'on a eu ça. J'ai été extrêmement clair sur le sujet en disant qu'elle n'avait pas sa place là. Effectivement, j'ai discuté avec le directeur de l'Institut de Sciences Po Lille pour effectivement qu'à un moment ou un autre, elle ne soit pas inscrite. Et bon, je pense qu'elle est rentrée chez elle. Donc évidemment, maintenant, il faut faire le bilan de tout ça. Il faut regarder avec les 2 autres ministères qui sont impliqués, c'est-à-dire le ministère. Sauf que maintenant, ce sont tous les étudiants gazaouis en attente d'un possible visa pour la France qui sont bloqués. Oui, mais parce que vous êtes pour ce blocage actuel? Alors, attendez, il faut faire un retour d'expérience. Il faut comprendre ce qui a dysfonctionné, parce qu'évidemment, il y a eu dysfonctionnement. Je veux dire, c'est pas normal qu'on ait accueilli, qu'on ait donné un visa à cette personne. Donc il faut évidemment, avec les 2 autres ministères qui ont vraiment l'expertise sur le sujet, qu'on soit capable de comprendre ce qui s'est passé, qu'on fasse un retour d'expérience, et puis dès que possible, rouvrir évidemment le dispositif. Parce qu'il y a combien d'étudiants gazaouis aujourd'hui qui se retrouvent bloqués par cette affaire? En attente? Oui. Je ne saurais pas vous dire. Je veux dire quelques Leurs centaines. avocats, quelques centaines à tout casser. Je pense. Leurs avocats parlent d'une quarantaine de. Oui, voilà, mais c'est vraiment des chiffres qui sont petits, mais il faut qu'on regarde évidemment. Et puis, vous avez une idée de quand ça pourrait reprendre? Est-ce que c'est dans les prochaines semaines ou ça peut prendre des mois? Non, je pense qu'il faut que ça prenne quelques semaines. Il y a
aucune raison que ça prenne des mois, mais par contre, il faut qu'on soit sûr du processus qu'on met en place. Voilà, je veux dire, enfin, à la fois, il y a une tradition universitaire d'accueil qui est extrêmement large, et moi je pense que j'en suis fier, et je pense que les universités, les écoles en sont fiers aussi, et parce que c'est important aussi, et parce que c'est la confrontation d'idées, etc. Mais il n'est pas question d'accueillir des gens qui ont ce profil. Mais sur le climat ambiant dans les facs, vous avez dénoncé l'antisémitisme qui s'y développait. Il y a même eu d'ailleurs une loi pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme. D'ailleurs, on se demande pourquoi, parce que l'antisémitisme est déjà un délit depuis très longtemps. Alors, je vais vous répondre sur ce point. Parce que, en fait, cette loi, principalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne des instruments au président d'université pour facilement agir de manière disciplinaire contre des étudiants qui tiennent des propos, par exemple, antisémites ou des violences sexuelles et sexistes, etc. Donc, elle renforce, en fait, les pouvoirs des présidents d'université de sanction. Enfin, elle simplifie le processus. Donc, c'est extrêmement important. Je pense qu'effectivement, il y a un problème d'antisémitisme en France. Et il se traduit aussi à l'université, malheureusement, qui est un tambour qui résonne aussi sur ces questions-là. Et donc, on identifie les faits, on les remonte. Moi, j'ai fait systématiquement des signalements au procureur. Je suis extrêmement mobilisé sur ce sujet-là. C'est intolérable, quand je discute avec des étudiants juifs aujourd'hui, d'entendre des étudiants juifs qui disent « je suis inquiet quand je vais sur les bancs de l'université, voire j'ai peur ». Ça, c'est pas possible. Et donc, il faut lutter. Vous craignez une rentrée universitaire tendue sur cette question-là ? Spécifiquement sur la question de l'antisémitisme, non, je ne crois pas. Enfin, je pense qu'il faut à la fois rester extraordinairement vigilant, je pense que c'est vrai. C'est vrai aussi, pour dire les choses factuellement, que le conflit israélo-palestinien, aujourd'hui, il tend la situation dans plusieurs établissements, évidemment, et donc indirectement, il peut générer ou il peut être cause de ces faits, mais on est très mobilisés. Je pense que les présidents d'université sont très mobilisés aussi, et on sera intraitable sur le sujet. Il n'est pas question qu'un étudiant juif aujourd'hui hésite à aller sur les bancs de l'université parce qu'il y a des propos qui sont tenus, des propos antisémites ou des choses comme ça. Tolérance, zéro. Philippe Baptiste, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous restez avec nous, on va parler de la réforme que vous comptez mener. Il est 8h45 sur France Info et c'est le fil info tout de suite avec Héloïse Roger. Des températures records et une chaleur écrasante prévues aujourd'hui. 12 départements du sud-ouest de la France sont en vigilance rouge canicule. 41 autres sont en orange selon Météo France. 5 jours après le début de l'incendie dans l'Aude, le feu est désormais maîtrisé. Annonce de la préfecture, les flammes ont parcouru 16 000 hectares dans le département. Le bilan est lourd, une personne est décédée, une vingtaine ont été blessés, dont 2 sont en urgence absolue. Et les conditions de travail restent difficiles pour les pompiers. 950 sont encore mobilisés sur place. Les pompiers qui restent sur le qui-vive, 25 départements de la côte atlantique, du sud-ouest et du littoral méditerranéen sont classés en orange par Météo France pour risque élevé de feux de forêt. La conférence des évêques de France demande à l'archevêque de Toulouse de reconsidérer la nomination au poste de chancelier de Dominique Spina. En 2006, le prêtre a été condamné pour le viol d'un mineur. Il a été l'un des visages les plus connus de la chaîne de télévision Al Jazeera. Le journaliste Anas Al-Sharif, 28 ans, et 4 autres de ses collègues sont morts hier, tués dans une frappe israélienne qui a touché leur tente à Gaza. L'armée israélienne dit-elle avoir tué un terroriste. Un séisme de magnitude 6,1 à l'ouest de la Turquie, près d'Izmir, a fait 1 mort et une trentaine de blessés hier. Et puis la Ligue 2 et la première journée qui continue et se termine ce soir. Amiens reçoit Reims et c'est à 20h45. France Info. Le 8h30 France Info, Renaud Blanc, Solane Crescent. Et nous sommes toujours avec Philippe Baptiste, ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Renaud, on va parler de son projet de loi qui vise à réformer l'enseignement supérieur privé. Premier constat, aujourd'hui, un quart des étudiants étudient dans le privé. Un privé accusé, du moins certaines écoles, de dérive, de course au rendement avec des prix extrêmement élevés et une formation de qualité médiocre. Un privé aidé par l'État, c'est le constat que vous faites, Philippe Baptiste ? Alors c'est un constat qui est un petit peu plus mesuré. Alors vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un quart des étudiants qui sont dans des établissements d'enseignement supérieur privés.
C'est un chiffre qui explose depuis 10 ans. Oui, absolument. On est passé en 15 ans ou 20 ans de 10% à 25%. Donc c'est une très très forte progression qui correspond aussi à une appétence des familles et des jeunes pour un certain type de formation. Donc ça nous questionne, nous aussi, pour nos établissements d'enseignement supérieur public, de savoir aussi pourquoi, comment, donc c'est des vraies questions. C'est aussi intéressant d'avoir ce... Voilà. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'écrasante majorité de ces formations ou de ces établissements supérieurs privés sont de bonne qualité, voire de très bonne qualité. On a aussi des fleurons qui sont des établissements d'enseignement supérieur privés. Vous pensez à quoi ? Je sais pas, nos grandes écoles de commerce qui toutes sont très majoritairement des écoles d'enseignement, qui sont privées. Donc on a vraiment des établissements qui sont remarquables. Alors celles qui posent problème. Par contre, vous avez raison. Ouais. Il y en a aussi dans la croissance très très forte qu'on a connue ces dernières années, en particulier avec un appel d'air autour de l'apprentissage. Il y a eu des formations qui étaient où on voit des étudiants débarquer en cours d'année dans les rectorats partout en France en disant voilà, la formation a fermé ou l'apprentissage qu'on m'avait promis finalement il n'est pas arrivé, j'ai dû payer des frais d'inscription. Donc il y a des choses qui vont pas. Le but du jeu, c'est pas de lutter contre l'enseignement supérieur privé, pas du tout. Je veux dire, moi, je suis très, je pense que s'il répond à des besoins et c'est très bien. Mais c'est par contre de le réguler pour donner à toutes les familles et à tous les jeunes qui se lancent dans des études publiques ou privées un gage de qualité. Vous le régulez comment alors ? Qualité. La régulation, c'est simplement une régulation par la qualité. Donc ça veut dire qu'on aura une évaluation des établissements d'enseignement supérieur. Public, c'est déjà le cas, mais privé aussi demain, pour garantir que, à la fois, on suit les étudiants, on suit les formations, il y a un suivi pédagogique, vérifier qu'aussi les enseignants, on les forme, on sait comment on va les chercher, etc. Donc des choses extrêmement simples, mais qui permettront de garantir, et qui sera pas, et surtout pas une bureaucratie abominable, quelque chose de simple, mais qui permettra de garantir... Ça, c'est ce que disent toujours tous les ministres à chaque fois qu'il y a une réforme. Donc là, ça va être plus simple, et au final, ça ne l'est pas vraiment. Non, c'est pas ça, c'est que moi, ce que je vous dis, c'est que on va garantir la qualité. Parce c'est un rôle qui est nouveau. Pas de contrôle ? Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez demain matin ouvrir. C'est une tradition, en fait, historique depuis très très longtemps, avec une très grande liberté pour les établissements d'enseignement supérieur. Vous pouvez créer des formations pour former des adultes. Je veux dire, les étudiants sont des adultes, vous pouvez les former, voilà, et le but du jeu n'est pas non plus de créer une police de la pensée ou voilà. Donc il faut garder cette grande liberté. Par contre, ce que je dis, c'est que si demain matin vous voulez un label de l'État et en particulier être sur Parcoursup, qui est le point d'entrée de l'enseignement supérieur, eh bien, il faudra à un moment ou à un autre passer une évaluation qui ne sera pas quelque chose de compliqué, mais qui sera quelque chose de rigoureux, faite par les pairs et qui permettra de garantir la qualité des formations. Donc c'est très simple, c'est garantir à tous des formations de qualité. Alors cette loi, vous allez la présenter en septembre. La nouvelle loi dite Baptiste, elle prévoit dans son premier article de permettre à ces établissements privés de délivrer des diplômes universitaires. C'est une remise en cause, certains disent, fondamentale de notre modèle français où l'enseignement se veut gratuit. Non. On change de modèle ou pas ? Non, parce que, en fait, vous savez, aujourd'hui, dans la situation aujourd'hui, dans le droit tel qu'il est aujourd'hui, les établissements privés, aujourd'hui, ils délivrent déjà, alors pas directement les titres universitaires, mais des titres qui donnent équivalence. Donc, en fait, tout ça existe déjà. Il n'y a pas vraiment de droits nouveaux qui sont donnés aux établissements d'enseignement supérieur privés. Ce qui est, par contre, garanti, c'est la qualité. C'est ça, c'est la qualité par l'évaluation. Donc c'est vraiment un projet de régulation et le but du jeu. Alors j'entends bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent en fait le plus simple ce serait d'interdire l'enseignement supérieur privé. Alors d'abord il faudra m'expliquer comment on fait pour former les 25% d'étudiants qui sont formés dans le supérieur privé aujourd'hui. Je serais toujours intéressé de savoir. Il y a eu un effet Parcoursup sur l'explosion de ces formations privées ? Selon vous ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un effet Parcoursup, je pense qu'il y a eu un effet apprentissage. Parce qu'en fait, comme beaucoup de ces établissements d'enseignement supérieur privé ont un modèle qui repose sur de l'apprentissage et qu'ils ont été, et c'est rendre grâce à leur capacité, parce qu'ils ont été extrêmement agiles, eh bien, ils se sont développés très rapidement. Donc je pense qu'il faut tirer parti de tout ça.
Il y a des choses très très bien qui ont été faites dans ces établissements, honnêtement vraiment très bien, en étant souvent très très près du marché, du besoin des marchés. Et donc ça, c'est des choses aussi, enfin, faut que ça nous fasse réfléchir, faut que ça nous fasse aussi évoluer. Mais par contre, il faut le réguler. Philippe Baptiste, au mois de mai dernier, Emmanuel Macron avait lancé un appel aux chercheurs américains pour venir étudier en Europe et plus particulièrement en France. Vous avez des demandes ? Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai pas la synthèse à l'instant T des demandes, hein, mais il y a un premier bilan. Enfin, il y a déjà des premières demandes qui ont été acceptées. Je pense en particulier à Aix-Marseille Université, qui a été très en pointe sur le sujet. De chiffres. Non, mais c'est au-delà de vos espérances ou... Ah oui, il y a des milliers de candidatures. Ah oui. Vous les attirez comment ? Il y a des milliers de candidatures. Il y a les beaux discours, mais il faut de l'argent pour faire. Non, mais oui, mais il y a de l'argent. Mais le président de la République avait non seulement annoncé un beau discours, parce qu'il fait des beaux discours, mais il fait aussi des choses extrêmement concrètes. Et donc, en particulier, il y avait une centaine de millions d'euros en plus qui avaient été mis sur ces dispositifs. Je vous rappelle aussi que la Commission européenne a rajouté 500 millions d'euros sur des dispositifs équivalents au niveau européen et que dans la foulée, plusieurs autres universités européennes se sont mobilisées. Donc, je veux dire, quelque part, derrière, c'est important. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce qu'il faut revenir quand même aux fondamentaux en quelques secondes. Parce qu'en fait, la science mondiale derrière, aujourd'hui, elle est menacée par des décisions unilatérales de l'administration américaine, en particulier sur le climat. Et quand on parle des incendies, comme on en a parlé tout à l'heure, quand on voit aujourd'hui l'impact que le climat peut avoir sur notre vie au quotidien, eh ben, je pense que c'est fondamental de préserver le savoir et les connaissances en accueillant les meilleurs chez nous quand on peut le faire. Et c'est vraiment en plus. Merci beaucoup Philippe Baptiste d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci.